Il est 13 h, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Tout de suite, les titres. En Côte d'Ivoire, désormais, à partir d'un bureau de la Poste, les populations pourront demander des actes administratifs. Le guichet unique du service public administratif, également appelé la Maison du Citoyen, a été inauguré hier à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Le Japon en renfort pour aider la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le coronavirus. L'agence japonaise de coopération internationale a offert hier des équipements sanitaires et autres kits de protection au ministère des Ressources animales et à l'IETIC. Enfin, une transition civile et des élections au Mali. C'est l'appel lancé aujourd'hui par les militaires mutins. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion gouvernementale dirigée, comme à l'accoutumée, par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Poursuivons avec ce communiqué du gouvernement ivoirien. Suite à une mutinerie déclenchée au sein de l'armée malienne le mardi 18 août 2020, ayant impacté les institutions de la République du Mali, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a décidé le même jour de la fermeture de toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes de ces pays membres avec le Mali. En application de cette décision de l'organisation ouest-africaine, le gouvernement ivoirien décide de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali à compter de ce mardi 18 août 2020 jusqu'à nouvel ordre. Fait à Abidjan le 18 août 2020, signé le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité. Le Mali, qui a donc connu hier un coup de force organisé par des militaires du Comité national pour le salut du peuple. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a finalement démissionné. À noter que les soldats mutins appellent aujourd'hui à une transition politique civile conduisant à des élections dans le pays. Au Mali, c'est le calme après la tempête au lendemain du coup de force contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier a annoncé sa démission dans la nuit d'hier, mardi, ainsi que la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale sur la chaîne de télévision publique. L'Union européenne UE, tout comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne tout en exigeant sa libération et celle de son Premier ministre. Les auteurs ont, eux, décidé de prendre leurs responsabilités, disent-ils. Ils annoncent la mise sur pied du Comité national pour le salut du peuple, CNSP. Une transition politique, civile, devant conduire à des élections générales dans un délai raisonnable. Une déclaration du colonel-major Ismaël Ouagé, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, qui a été présentée comme le porte-parole des militaires. Yamoussoukro, dans la région centre de la Côte d'Ivoire, le guichet unique de l'administration, également appelé la Maison du Citoyen, s'est officiellement ouvert hier. Les locaux de la Poste de Côte d'Ivoire abritent le site pilote. Désormais, tous les bureaux de poste du pays vont délivrer des actes administratifs aux populations. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La Maison du Citoyen, un concept nouveau en Côte d'Ivoire. Le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public et le ministère de l'économie numérique et de la Poste viennent ainsi de concevoir un guichet unique de services aux citoyens. Désormais, pour l'établissement des documents administratifs, plus besoin de se déplacer jusqu'à son lieu de naissance. Il y a beaucoup de déplacements pour des moindres documents. On est obligé aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, d'effectuer des voyages longs de 1000 km pour aller se faire établir un extrait d'acte de naissance. Et cela n'est pas aisé pour nos populations. C'est une énorme perte de temps, une perte d'argent, parce que le transport, c'est excessivement cher. Et il y a les risques d'accident, comme on le dit. Et puis, il y a surtout l'absentéisme au travail.
Parce qu'un père qui travaille à Kourougou, qui d'ici là a fait un enfant à Kourougou, en a fait un autre à Bundiali, a fait un autre à Bangourou, chaque fois qu'il est du service quelque part, si à la rentrée scolaire, il doit reparcourir tous ces endroits-là pour se faire établir les extraits d'actes de naissance, les documents d'actes d'état civil de ses enfants, cela n'est pas aisé. Avec plus de 200 agences à travers le pays, la Poste de Côte d'Ivoire devient du coup l'acteur majeur en la matière. C'est donc à juste titre qu'elle abrite la maison du citoyen. La première des choses qu'attendent nos populations, c'est de leur faciliter la vie. Parce que se déplacer pour éditer un document administratif est plus cher même que le document administratif. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que l'ensemble du réseau postal, donc les 200 agences de la Poste sur l'étendue du territoire, soient des points de prestation de services aux citoyens. À côté de ces réseaux-là, nous sommes en train de développer ce qu'on va appeler des correspondants postaux qui permettront, dans des localités où la Poste n'est pas présente, d'accompagner cette initiative. Après Yamoussoukro, les villes de Korogo et de San Pedro vont suivre avec l'ouverture de la maison du citoyen. Un établissement sanitaire pour Nzi Siessou, village situé dans la région du Bélier, dans le centre du pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de construction de centres de santé de proximité initié par le gouvernement. Le point avec Astou Touré. Situé à environ 20 km de Tébissou, dans la région du Bélier, le centre de santé de Nzi Siessou est ouvert aux populations. Sous les acclamations des populations visiblement heureuses, Eugène Akawele a procédé à l'inauguration de ce centre de santé de proximité. Le nouveau centre de santé de Nzi Siessou contribuera à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, selon les premiers responsables de cette agglomération. Nos parents ne vont plus parcourir des kilomètres avant de se faire soigner. S'il y a une femme qui est en travail, elle ne va plus se déplacer, elle va aller loin. De la maison, elle vient directement, elle se fait l'accouchement au centre ici. C'est un vide qui est comblé. Ce village est plus de 1500 personnes, est distant de plus de 20 km de la ville de Tébissou. Et aujourd'hui, nous constatons que l'État de Côte d'Ivoire pense à ce village pour le doter d'un centre de santé flamand neuf. Nous ne pouvons que dire merci au chef de l'État. Pour les logements de l'infirmier et la sage-femme, les cadres de la région ont apporté leur contribution. Nos remerciements vont à l'endroit de monsieur Aokou Jean, cadre de Nzi Siessou, pour son implication sur la conception, l'élaboration du projet du centre de santé, le soutien indéfectible de notre chef, ainsi que celui des parents, des femmes, des jeunes de Nzi Siessou, a été pour le bureau de la mutuelle d'un apport incommensurable pour le suivi, les démarches et la réalisation de ce centre de santé. Convaincu que la santé est le premier droit de l'homme, le ministre de la Santé est venu partager la joie des populations de Nzi Siessou, car pour lui, rapprocher les populations des centres de santé est une priorité. Ce centre a une importance capitale pour la population dans son ensemble. Il est heureux que les populations rurales bénéficient effectivement d'un tel établissement de santé pour que dès les premiers signes, ils soient pris en charge. Eugène Akawele s'est engagé à fournir l'équipement médical, un préau pour le service de vaccination et la construction de la clôture. En Côte d'Ivoire, le besoin en centre de santé rural est de 10 000. Appliquons tous les gestes barrières pour mettre fin au coronavirus. 43 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en Côte d'Ivoire. Le pays compte désormais 17 150 cas confirmés de coronavirus, dont 14 183 personnes guéries et 110 décès. Face au coronavirus, un élan de solidarité se développe dans le monde. La République fédérale d'Allemagne a ainsi offert récemment à la Côte d'Ivoire des équipements médicaux et autres kits sanitaires. Les détails
Amadou Ouattara. Engagés dans la lutte contre la maladie à nouveau coronavirus, les partenaires de la Côte d'Ivoire continuent d'apporter leur contribution afin de permettre au pays de venir à bout de la pandémie. La République fédérale d'Allemagne vient d'octroyer un important don. À bord du cargo militaire de Nigeria Air Force, immatriculé NAF 917, des produits médicaux. Relativement à ce geste qui intervient dans le cadre du soutien aux partenaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour lutter contre la COVID-19, le représentant de la CEDEAO a exprimé sa gratitude à la République fédérale d'Allemagne. Cette manifestation de solidarité a été possible grâce à l'appui que nous avons reçu de notre partenaire de toujours, l'Allemagne. Mais il a été également possible grâce à la générosité du gouvernement nigérian, en la personne de son Excellence le président Mohamed Buhari, qui a bien voulu mettre à notre disposition cet avion pour acheminer ce matériel. Nous ne manquerons pas de cette occasion pour souligner encore une fois l'admirable combat que la Côte d'Ivoire mène contre la COVID-19. Face à la crise du COVID-19, qui exige une solidarité internationale importante. Comme voisin proche, comme partenaire stratégique, la CEDEAO est une partie essentielle de cette réponse. Mais c'est pour cela que l'Allemagne a fait un don d'environ 8 milliards francs CFA à la CEDEAO pour soutenir ses États membres. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rassuré de la bonne utilisation de ce don. La remise a été supervisée par le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS. Le Japon également aux côtés de la Côte d'Ivoire en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. L'agence japonaise de coopération internationale a offert hier des équipements sanitaires et autres kits de protection au ministère des Ressources animales et halieutiques. Ces dons de l'État japonais vont ainsi permettre de réduire les risques d'infection dans les marchés, débarcadères, centres de fumage et autres exploitations agricoles. Lanciné Bakayoko. Le secteur de la pêche est ébranlé par la COVID-19. Pendant les activités de capture, l'exiguïté des pirogues et des navires aggrave les risques de contamination. En plus, il est devenu extrêmement difficile d'observer la distanciation au cours des opérations de transport, de transformation et de commercialisation du poisson sur les marchés bondés. Ces équipements sanitaires offerts par la coopération japonaise est essentiellement composé de masques, de gants de pulvérisateurs, de désinfectants et d'affiches de sensibilisation viennent donc donner un coup d'accélérateur au plan de riposte du gouvernement. Un accent particulier sera mis sur l'éducation, la communication et l'information afin que les bénéficiaires adoptent les mesures barrières pour limiter la propagation du Covid-19 pour leur propre protection et pour la protection de leur famille. Cet appui nippon témoigne de la vitalité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Une coopération qui a permis de mettre en œuvre divers projets, à savoir le plan de relance de la pisciculture, l'aménagement du débarcadère d'Atekoubé, le marché aux poissons de Sassandra. Je voudrais souligner l'enjeu que représentons la pêche et l'aquaculture, et non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la sous-région, de la nécessité de développer des chaînes de valeur solides et résilientes. Au niveau de la pêche artisanale et de la pisciculture, la pandémie de la COVID-19 a engendré une perte de production estimée à 30%. Dans l'actualité nationale également, cette réunion de la Fédération des organisations professionnelles de producteurs de la filière EVA. Les travaux et échanges se déroulent depuis hier à Grand-Bassam, dans la région sud du pays. Objectif, élaborer un plan stratégique de développement de la filière EVA qui connaît des difficultés depuis plusieurs années. Les explications dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. Il représente près de 80% de la filière évéicole ivoirienne.
Le Collège des producteurs d'EVA a entrepris, à travers cet atelier, de répondre aux défis de la compétitivité de cette filière qui souffre aujourd'hui de la forte baisse de la demande mondiale de caoutchouc. Aujourd'hui, le prix de l'EVA est tel que le planteur ne tire plus assez de revenus. Le planteur s'affaiblit de jour en jour et il est important donc de s'asseoir et de réfléchir comment justement amener cette filière-là qui est porteur d'espoir et qui crée beaucoup de richesses dans ce pays, que cette filière puisse vraiment continuer à nourrir vraiment les producteurs. Aujourd'hui, nous sommes leaders africains. On ne va pas s'arrêter là. Notre ambition, c'est l'au-delà. Et pour aller au-delà, on dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Et c'est un peu dans ce processus que nous sommes. 3 jours de réflexion autour d'un idéal commun. La performance et une meilleure rémunération pour les producteurs. Faire en sorte que tous les producteurs partagent la même vision, les mêmes orientations et les mêmes objectifs, pour faire de notre collège un collège efficace et performant au service des producteurs d'EVA de Côte d'Ivoire. Si la Fédération des producteurs d'EVA ménage sa monture pour les 5 prochaines années, elle reste confrontée à une menace plus actuelle. Quand il y a eu cette crise de la pandémie et que les usiniers de la deuxième transformation ont arrêté de travailler, ils ont donc réduit les commandes auprès des usines de première transformation qui prennent notre caoutchouc. Et ça a donc fait qu'il y a eu des difficultés au niveau des producteurs pour livrer leur caoutchouc. Pour faire face à cette difficulté, l'État a octroyé une enveloppe de 24,9 milliards de francs CFA aux producteurs. Un appui qui leur sera réparti à travers un mode opératoire bien défini par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC. Bientôt la construction d'une unité de transformation de cacao à San Pedro, dans la région sud du pays. C'est une initiative du Conseil du café cacao. Mais avant le démarrage du projet, il faut dédommager tous les propriétaires des exploitations agricoles installées sur le site. Les précisions dans ce reportage de Sam Conan. Le Conseil du café cacao met en œuvre son projet de transformation en produit semi-fini du cacao ivoirien. Une unité de transformation de 100 000 tonnes de fèves de cacao va être construite sur ce site de 21 hectares dans la nouvelle zone industrielle de San Pedro. En attendant le démarrage effectif des travaux de construction de cette usine Transcao par le Conseil du café cacao, les exploitants agricoles qui ont des parcelles sur le site retenu ont perçu leur chèque dans la salle de réunion de la préfecture de San Pedro. Ça fait mal, mais il faut accepter. Il faut accepter. C'est une plantation d'EVA. Voilà, et donc, en tout cas, cet argent, bon, nous allons l'utiliser à bon escient, essayer de faire quelque chose qui n'est pas regretté demain. Plus de 45 millions de francs CFA ont été distribués par le Fonds de développement des infrastructures industrielles. Pour le directeur général de Transcao, après cette phase de purge, le Conseil du café cacao peut démarrer les travaux de construction de cette usine. L'État accepte en tout cas via le CCC d'investir dans la construction d'une unité de transformation de cacao en produits semi-finis de 50 000 tonnes au démarrage et en année 3, on passera à 100 000 tonnes la capacité. Ce projet aura un impact réel, social et économique pour la région et pour notre pays. En plus de l'usine de transformation, un magasin de stockage de 100 000 tonnes de cacao va être également construit pour le bonheur des producteurs. Direction à présent Bouaké, dans la région centre du pays. Un atelier sur la certification des métiers du secteur informel. C'est une initiative du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les détails, Soro Corona de RTI Bouaké. Selon les données du Bureau international du travail, l'économie informelle contribue à près de 40% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Le taux d'employabilité du secteur informel surpasse largement celui du secteur formel. En dépit de cette embellie économique, les acteurs du secteur informel sont toujours à la traîne. Pour valoriser le capital humain que ces travailleurs constituent et améliorer leur bien-être, le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a adopté un nouveau cadre.
cadre réglementaire qui s'inscrit dans la politique de réforme de la formation professionnelle par apprentissage. À Bouaké, les acteurs réfléchissent pour la certification des métiers du secteur informel. Ce mini-atelier s'inscrit, n'est-ce pas, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle par apprentissage. Et cette réforme a abouti à la mise en place d'un décret sur l'apprentissage qui, en son article 27, prévoit de certifier les apprentissages dans le secteur informel par la voie de la VAE. Ce mini-atelier répond à la stratégie 3 du Programme national de développement qui prévoit de certifier les compétences techniques et acquis professionnels des travailleurs du secteur informel. L'État a vu juste et la loi a été adoptée en 2019 et aujourd'hui ça va être une réalité dans notre zone. Et merci et bravo à l'État, mais surtout merci au ministère de l'Éducation nationale, particulièrement au secrétariat d'État qui est en charge de la formation professionnelle, qui a fait de ça aujourd'hui une réalité. Ces mini-ateliers d'explication et d'appropriation du processus de certification s'y tiennent à Bouaké, Daloa, Korogo, San Pedro et Bondoukou. Des infrastructures sanitaires et éducatives pour la région de la Bagoué, dans le nord du pays. Plus de 270 millions de francs CFA ont été investis pour leur réalisation par le Conseil régional de la Bagoué. Les explications de Ami Sissoko. Le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba, en tournée de remise d'infrastructures, accompagné d'autorités politiques et administratives, ainsi que ses collaborateurs, il a procédé à la remise d'infrastructures socio-économiques de base dans différents villages. À Singo, dans le département de Kouto, les populations bénéficient d'un centre de santé. Dans le département de Bundiali, Nungparadougou dispose aussi d'un centre de santé. Autre village bénéficiaire, Patogo, une cantine scolaire, un logement d'enseignants à Niampurgué. Et à Ganoni, c'est la résidence du sous-préfet qui a été réhabilitée. L'administrateur a également reçu du matériel informatique de bureau pour l'établissement des documents administratifs. Les 165 villages à peu près que nous avons dans la Bagoué, il n'y a pas un seul, je dis qu'il n'y a pas un seul où il n'y a pas de traces du conseil régional. Chaque pas posé, chaque infrastructure construite, livrée, c'est un pas vers le développement. Nous avons donné un logement de maître à Niampurgué justement pour aider nos jeunes frères qui ont choisi le métier de l'enseignement d'exercer leur métier dans les meilleures conditions. Dans le département de Tengrela, le collège moderne de Kanakono a été renforcé avec 3 bâtiments de 4 salles de classe équipées en table-banc et blocs latrines. Nous avons beaucoup d'enfants, notamment au premier cycle par salle de classe, et ça impacte négativement la bonne formation. Voyez-vous? Et donc, chaque fois que nous recevons un bâtiment, ce qui donc nous donne l'occasion de réduire nos effectifs par salle de classe, eh bien, nous disons merci parce que nous partons vers une bonne formation et irrémédiablement vers de bons résultats scolaires. Ce sont plus de 270 millions de francs CFA que le conseil régional de la Bagoué a investi dans ces infrastructures. L'accent a été mis sur la santé et l'éducation. Un collège inauguré dans le village de Nouvelle-Ousrou, situé à une vingtaine de kilomètres de Dabou, dans le sud du pays. La cérémonie officielle de remise de clés de cet établissement scolaire s'est déroulée en présence des autorités administratives et coutumières. Éric Goré. Coupure de ruban et visite des locaux du premier collège de Nouvelle-Ousrou, département de Dabou. Fini le calvaire des élèves admis en 6e, obligés après le CEP de quitter leurs parents. Cette action de développement qui épouse la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, qui est de rapprocher les salles de classe des populations, est de Akessé Victor, fils de la région de Dabou et consul de la Côte d'Ivoire au Niger. J'ai décidé de bâtir un collège ici pour que ces enfants restent auprès de leurs parents et qu'ils aient une formation de qualité. Parce que ce collège devrait à terme devenir un collège d'excellence, suivi d'un lycée d'excellence. Mon ambition, c'est de former à partir de la 6e jusqu'en terminale, et peut-être qui sait si un jour je ne veux pas ériger un institut supérieur de formation ici. Les salles de classe entièrement équipées, les laboratoires fournis, cet édifice construit dans les règles va améliorer les conditions d'apprentissage des élèves.
Le sous-préfet de la localité félicite le donateur. La formation précède le développement et un homme bien éduqué, bien formé est source de développement. Je voudrais saluer encore une fois cet acte. Merci, M. Akishi. Je rendrai compte au ministre pour que cet exemple, pour que cet acte soit copié. Le collège de Nouvelle-Oussrou démarre avec le premier cycle, prêt à accueillir les élèves pour la rentrée scolaire 2020-2021. Quelles solutions durables pour faire face aux problèmes environnementaux en Côte d'Ivoire? L'Agence nationale de l'environnement, l'ANDE, a organisé récemment un atelier pour définir les indicateurs environnementaux relatifs à l'environnement urbain. Les travaux se sont déroulés dans la commune du Plateau. Grace Kando. L'Agence nationale de l'environnement, ANDE, veut se doter d'un système d'information environnementale. C'est un outil d'aide à la décision dans les politiques de développement, notamment dans les secteurs de l'eau, de la gestion des déchets, de l'assainissement et de la pollution de l'air. L'objectif est de mettre en œuvre une plateforme dont la qualité des données collectées et de l'information diffusée ne pourra souffrir d'aucun doute. L'accroissement continu des problèmes environnementaux en milieu urbain et la gravité de leurs conséquences sur l'homme requiert de disposer de ce système d'information environnementale qui devient un outil de gestion de l'environnement dans son ensemble et de l'environnement urbain en particulier. Ce système d'information permettra d'améliorer le quotidien des populations et de réduire les pressions que subissent les ressources naturelles. La recherche d'indicateurs environnementaux de qualité pourrait concourir à une bonne stratégie d'analyse des phénomènes qui affectent nos villes et cela permettrait d'accroître la pertinence et la cohésion des décisions prises à tous les niveaux en matière d'environnement. L'ANDE est une structure sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Elle a pour mission d'assurer la coordination de l'exécution des projets de développement à caractère environnemental. Les stratégies de protection du parc national de Taï dans la région ouest du pays sont-elles efficaces? L'Office ivoirien des parcs et réserves, l'OIPR, a examiné récemment le projet de la matrice d'action 2020. Les explications de Abou Sanogo. À la direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'heure est au bilan des activités du deuxième trimestre de l'année. Cet exercice hautement technique a consisté pour les participants à dérouler la matrice d'action 2020, contenant 6 programmes de gestion, que sont la surveillance, le suivi écologique, la gestion participative, la communication, les infrastructures et le management. Pour chaque programme, les activités prévues ont été examinées. Un taux d'exécution a été déterminé. Les raisons des écarts par rapport aux prévisions ont été analysées et des recommandations ont été formulées à l'endroit des gestionnaires. Il s'agit de façon périodique, au terme du trimestre, du semestre et ensuite au terme de l'année, de regrouper l'ensemble des parties prenantes à la gestion du parc national de Taï, de sorte qu'ils puissent apprécier le niveau de mise en œuvre du plan annuel d'activité qui, lui également, a été adopté de façon participative en tout début d'année. Il ressort de cet examen minutieux une performance globale de 66%. Le taux de réalisation effectif atteint par la direction de zone sud-ouest de l'OIPR est de 31% contre 47% attendu. Des difficultés ont émaillé la mise en œuvre des activités, a souligné le lieutenant-colonel Diarasouba Abdoulaye, directeur de la zone sud-ouest de l'OIPR. Ce sont entre autres les limitations du nombre de personnes lors des rassemblements du fait de la Covid-19, ce qui a impacté négativement les activités de sensibilisation, les ateliers périodiques et les missions de surveillance d'envergure. La Covid-19 a également provoqué la fermeture des sites écotouristiques et la suspension de certaines activités. Cette situation n'a pas entamé la détermination des gestionnaires et de leurs partenaires, notamment ceux de la recherche scientifique. Et cet atelier a été le lieu de présenter des résultats de travaux effectués par l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa sur le frayeur à poissons du lac de Buyo.
Ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est si vous savez, en fonction des types de poissons, l'endroit spécifique où le poisson va se reproduire, ça veut dire qu'on peut prendre des mesures en vue de protéger ces sites-là. Au thème de cet atelier, le représentant du préfet du département de Tabou, le secrétaire général, s'est réjoui du bon déroulement de l'activité et félicité l'engagement et la détermination de l'ensemble des parties prenantes. Enfin, en image, l'actualité hors de chez nous. Aux États-Unis, Joe Biden, officiellement investi hier comme candidat du Parti démocrate. Joe Biden, qui a été désigné à l'issue d'un vote sans surprise lors de la convention du parti, va prononcer demain, jeudi 20 août 2020, un discours pour accepter sa nomination. Merci de nous avoir suivis.